Et puis après, vu qu'on a parlé un peu de Dallas et de, bah oui, voilà, ils ont récupéré Davis, ils voulaient rester compétitifs, ils vont être bons en défense, ok. Maintenant qu'on a parlé de Dallas, parlons des Lakers. Bah, les Lakers, bah bravo, bravo. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je vois que ça s'agite aussi un peu beaucoup là contre les Lakers et je peux un peu comprendre. Je peux un peu comprendre. Non pas qu'il y ait une question de complot, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un aspect où, bon, bah finalement, t'as l'impression que ça leur arrive qu'à eux, quoi. Pour ça que là, dernièrement, vu qu'on parlait de trade et de tout ça, moi j'ai répété ça régulièrement sur les derniers podcasts, mais voilà, comme dit, il n'y a pas de petits et de gros marchés. Il y a Los Angeles et New York d'un côté, qui sont des marchés attirants. Même si t'es nul, tu attires LeBron James en 2018. Même si t'es nul ou que t'es bof, t'attires Kawhi Leonard qui vient chez toi. T'attires Kevin Durant qui vient chez toi en 2019 aussi, chez les Nets. Il n'y a pas de petits et gros marchés. Il y a Los Angeles, New York et le reste. Hein, parce que Chicago, qui est la troisième plus grosse ville des États-Unis, bah, ils attirent personne, hein, par exemple. Et, donc c'est plutôt est-ce que tu es une franchise compétente ou pas. Et en fait, même plus que ça, c'est même pas Los Angeles, New York versus le reste. C'est Lakers et le reste. Presque, hein, j'exagère un peu, mais il y a quand même cette impression de, non pas qu'il y ait un complot, mais ça tourne quand même très très bien. Là, je crois que c'est Antoine qui en parlait sur le Discord, qui disait, en plus on vient de fêter les 10 ans du trade de Pau-Gasol. Bon, si vous vous souvenez pas, le trade de Pau-Gasol, c'est un peu aussi un truc qui sort de nulle part, quoi. C'est-à-dire que Pau-Gasol, franchise player des Grizzlies, extrêmement bon et tout, qui vient, la contrepartie, elle est quand même pas énorme, quoi. Enfin, voilà, c'est tout roule bien pour le coup pour eux. En l'occurrence, moi je pense pas qu'il y ait de complot, hein. Parce que j'ai vu aussi tourner des trucs comme quoi, bon, c'est le nouveau propriétaire, c'est pas Mark Cuban, hein, c'est plus Mark Cuban, c'est le nouveau propriétaire de Dallas qui finalement aurait négocié ça, pardon, avec Adam Silver parce qu'il veut déménager comme ça. Son projet de casino à Vegas est approuvé et on a le déménagement des Mavs à Vegas qui a été approuvé. Bon, à quel point est-ce qu'il faut croire à ça ou pas en termes de théorie du complot, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, les Lakers, tant mieux pour eux, hein, ça leur arrive tout le temps à eux et ça fait un peu rager tout le monde. Là, en l'occurrence, ils ont juste eu l'océan bordé de ramen, hein. C'est juste, ils ont eu affaire à une équipe qui a un joueur plus que générationnel, historique, de 25 ans sur les bras, et qui, la chance qu'ils ont, c'est que ils veulent rester compétitifs et ils veulent cibler Anthony Davis. Donc là, t'es Lakers, tu dis, bon, bah, cette fois, on n'a rien fait. C'est même pas le fait que Los Angeles est une ville attirante. Là, c'est juste que t'as une équipe en face qui veut absolument ton joueur. Et, bah oui, c'était les Lakers, tu adores Anthony Davis, tu étais en train de jouer la fin du cycle Davis-LeBron, mais en fait, tu dis oui avant que le mec ait fini sa phrase, quoi. C'est une aubaine incroyable. Et c'est pour ça aussi que je serais curieux de savoir finalement quelle est l'autre équipe qui a refusé le deal. Parce que voilà, si c'est les Spurs, bon, je comprends. Si c'est Denver, je peux aussi un peu comprendre, ou des trucs comme ça, mais au final, quand on t'offre Luka Doncic, presque, entre guillemets, quelle que soit la raison, bah ouais, t'acceptes en fait. Et surtout, pour les Lakers, comment on dit, c'est une carte sortie de prison, quoi, au Monopoly, quoi. T'étais en fin de cycle, tu commençais à être un peu short au niveau des assets, ou alors tu te séparais de Austin Reeves, mais parce que c'est un petit contrat, mais qui avait une plus-value énorme par rapport au niveau sportif relatif au contrat. Les tours de draft, t'avais un peu tout dépensé. On avait bien compris, ils ont fait un move pour Dorian Finney-Smith, mais bon, c'est pas la folie non plus. On était clairement en dehors du groupe des contenders pour les Lakers. Et je pense qu'on l'est encore, hein. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas cette année Doncic qui va tout changer, hein. Oui. Mais c'est juste que on arrivait en fin de cycle. L'équipe n'était plus candidat au titre, à mon avis. Et finalement, on te propose, bah tiens, tu vas pas être champion avec ce trade, mais prends ça, et t'en as pour 10 ans peut-être, ou 15 ans de candidat au titre parce que t'as Doncic, quoi. Donc oui, ça va mettre du temps à se mettre en place, on est d'accord. C'est pas cette année avec Jackson Hayes ou des mecs comme ça que ça va marcher. Mais si vous voulez, c'est vraiment c'est de la chance incroyable parce que tu recommences ton projet. Enfin, t'as déjà fait le plus difficile en fait. T'as déjà fait le plus difficile. Un peu ce qu'on expliquait, hein, tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, finalement le plus dur en NBA pour être candidat au titre, c'est d'avoir la superstar. J'ai l'impression que les Lakers n'avaient même pas encore fini le cycle LeBron Davis, que là ils ont déjà fini, ils ont déjà fait le plus dur sur le nouveau cycle, c'est-à-dire avoir la mégastar. Vraiment avoir la mégastar qui est le truc le plus important, la fondation à avoir, le plus précieux, le plus rare. Ils ont déjà ça. Voilà, c'est merci les Lakers, merci Rob Pelinka, Jenny Buss, tout le monde. Voilà, on est reparti.
on est reparti et en plus, ça nous a littéralement rien coûté, quasiment. Alors, si, ça t'a coûté Anthony Davis, mais bon, vu que t'es en fin de cycle, c'est pas si grave que ça. Et surtout, la contrepartie, tu le fais tous les jours, quoi. Davis, 32 ans. Enfin voilà, et ce qu'on a dit un peu dans le sens de Dallas, bah, c'est l'inverse pour les Lakers. Hein. Dallas, pourquoi t'échanges Davis, 32 ans, pour Doncic alors que t'aurais pu avoir plus? Bah, de l'autre côté, les Lakers, c'est l'inverse, quoi. Bah, quand on te propose Doncic et on te demande de concéder seulement ta superstar, mais qui est beaucoup plus vieille, bah, banco, quoi. Parce que moi, je vous avoue que je me demandais comment un peu ça allait se finir, ce cycle-là. On sait que LeBron veut jouer avec Curry, par exemple. Je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus crédible et probable, d'ici jeudi soir, d'ailleurs. Restez branchés. Mais je me demandais comment ça allait finir et je pensais un peu que la solution, ça allait être, bon, on finit LeBron, on laisse LeBron aller jusqu'au bout, voilà. Et puis ensuite, d'ici 1 an, 18 mois, 2 ans, on échange en effet Davis, tant qu'il est encore un peu au top de sa forme. Je pensais vraiment que ça se finirait comme ça. On échange Davis de 33 ans, dans une bonne équipe qui veut ou qui nous donne des assets, ou en échange en triangle avec une top équipe récupère Davis, et puis une troisième équipe nous donne plein d'assets, des jeunes ou des tours de draft. Voilà. Je pensais que ce serait un peu la carte pour reset. Et en effet, ça l'a été. Mais premièrement, ça l'a été beaucoup plus tôt que prévu. Et deuxièmement, le reset est déjà fini, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que le reset est fini. Alors, t'es pas candidat au titre 2025, mais en fait, il y a moyen de l'être très très vite. Il y a moyen de l'être très très vite. Là, c'est juste, bah voilà, t'as acheté le terrain, t'as construit la maison, t'as peint les murs, t'as fait les canalisations, t'as fait l'électricité, t'as fait tout. Là, en gros, hein, t'as juste à acheter les meubles, quoi. Enfin, c'est que dalle. C'est que dalle ce qu'on va faire les Lakers maintenant pour être candidat au titre. Alors après, LeBron, il aime bien Doncic et peut-être qu'il va finir la saison avec lui, je sais pas, mais moi je pense que LeBron, c'est un peu la fin. Malheureusement, j'en pleure là, je pleure actuellement, vous voyez pas, mais LeBron, c'est un peu la fin. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu un truc genre bon bah les gars, merci, au revoir. Là on a essayé, vous avez échangé Davis, c'était un peu l'équipe, c'était mon équipe. C'est pas que je veux pas jouer avec Doncic, mais les gars, il me reste 18 mois de NBA. C'est mon rêve. Maintenant, je le fais. Donnez-moi Golden State ou je sais pas, un truc comme ça, mais ou d'ailleurs, il peut être free agent l'été prochain, je crois, LeBron. Voilà, je pense que LeBron, c'est un peu fini. Le cycle LeBron aux Lakers, maintenant, c'est une question de jours ou alors de mois, à mon sens. Mais c'est un peu fini. Donc, il y a un peu cette partie-là. Mais c'est vrai qu'à part ça, en fait, on a affaire à une équipe qui a déjà Doncic et qu'il va falloir maintenant, en 2 ou 3 étés, en 2 ou 3 marchés, hein, ça peut être le marché de l'été, ça peut être des trades en février, mais tu vas te relancer. Et en un sens, je pense que les gagnants, c'est les Lakers. Je pense que les perdants, c'est peut-être Doncic. Et nous, d'ailleurs. En un sens, parce que c'est ce que je regrette, c'est que l'équipe de Dallas, finalement, elle a été construite de manière... Et ça, il faut quand même rendre à Nico Harrison les trucs qu'il a bien fait. L'équipe de Dallas a été construite de manière fantastique. Pour moi, c'était précisément et exactement le modèle d'équipe qu'il faut autour de Doncic. Et tout était optimisé. C'est-à-dire, Doncic, qui est un joueur héliocentrique, qui a beaucoup de ballons, par qui beaucoup de choses vont passer, qu'est-ce qu'il avait à côté de lui? Il avait la superstar ou l'autre star, une des stars les plus off-ball qui existent, Kyrie, hein, qui peut totalement jouer off-ball en termes de catch and shoot, etc. Qui en plus de ce jeu off-ball a de jamais vampiriser le jeu. C'est aussi pour ça que moi j'ai toujours aimé Kyrie et qu'il a pu jouer à côté de LeBron, qu'il a pu jouer dans différents contextes, à côté de KD, de James Harden, etc. C'est que Kyrie, c'est un mec qui peut jouer off-ball, un des meilleurs, je trouve, off-ball, non pas en termes de mouvement off-ball, hein, mais en termes de relation on et off-ball, en termes de curseur on versus off-ball. C'est un des meilleurs, donc tu avais ça. Et en plus, il y avait ce côté, quand tu es avec Doncic, shooter d'élite. Kyrie était un shooter d'élite qui était à une passe près de Doncic. Donc si tu as une aide qui vient sur Doncic, passe facile et 3 points. Tu avais en plus ce côté où quand Doncic va sur le banc, c'est quand même une star aussi dans la main. C'est l'avantage. Kyrie, c'est pas Robinson, quoi. C'est pas Duncan Robinson. Quand Doncic va sur le banc, il pouvait aussi créer. Donc tu avais littéralement trouvé la pièce parfaite, la star parfaite à côté de Doncic. Par ailleurs, tu avais aussi le parfait secteur intérieur pour moi. C'est-à-dire, Doncic, il a besoin de quoi pour développer son jeu? Il a surtout besoin de menaces de alley-oop. Donc, qu'est-ce que tu as? Lively et Gafford, 2 des meilleures menaces de alley-oop de NBA, hein, assez clairement. Et ça, j'insiste, mais ça compte. Parce que,
oui, ce serait sympa d'avoir une menace de pick and pop, mais on a bien vu, hein, il y avait aussi Porzingis qui a été un peu le partenaire de pick and pop de Doncic. C'est pas pareil. Doncic, il aime bien driver, il aime bien attaquer le panier. C'est le meilleur driver de NBA. D'ailleurs, c'est le point LeBron James 2.0. Hein. Ça, CF épisode du Basket Lab, le tout premier, si ça vous intéresse. Quoique n'allez pas écouter, c'est peut-être un peu cringe, mais non, mais voilà, Doncic, son jeu, c'est le drive. C'est pick and roll, c'est drive au panier. Et donc, notamment, de quoi il a besoin? Il a besoin que quand il drive au panier et quand il attaque un pick and roll et un drop, ben, il a besoin d'avoir un mec qui est une menace verticale pour plonger dans le dos de la défense. Et comme ça, le défenseur de drop est un peu partagé entre est-ce que je reste sur Doncic et donc à ce moment-là, petite passe de alley-oop qui punit, ou est-ce que je reste sur la menace de alley-oop qui me met de la pression dans le dos? À ce moment-là, drive ouvert et layup ouvert pour Doncic. Donc il y a ça. Il y a aussi l'aspect de, c'est juste aussi un excellent passeur, donc parfois si tu as des prises à deux, il ressort par-dessus et ça donne des dunks ouverts au panier pour la menace de alley-oop. Plus l'aspect aussi avec Lively, qui était génial, c'est que non seulement si tu fais des edges, si tu fais des 2 contre 1 contre Doncic et qu'il peut libérer la balle, mais pas au panier, juste un peu derrière la prise à deux, Lively, on a bien vu que c'était un bon passeur en mouvement pour un pivot, donc il pouvait aussi très bien récupérer la balle facilement et rapidement après la prise à deux, et lui-même prendre la bonne décision, faire ce qu'on appelle la passe sur short roll. Donc voilà, et plus aussi, je trouve que cette année, et même depuis 2 ans en fait, hein, on avait un supporting cast à Dallas de connecteurs. Et là, pour moi, c'est aussi un aspect primordial parce que on n'est plus en 2018. On n'est plus en 2018 avec James Harden et un système héliocentrique où juste tu as Harden, un pick and roll et tu peux te permettre d'avoir du spacing avec genre 3-4 mecs, des shooters un peu statiques. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est plus possible ce modèle-là parce qu'en fait, les défenses se sont adaptées, sont toujours plus dynamiques, plus audacieuses aussi. Donc, des shooters statiques, ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'a fait Dallas? Ils n'ont pas mis des shooters statiques à la Trevor Ariza, PJ Tucker à côté de Doncic. Ils ont mis des connecteurs. Ils ont mis des mecs qui, justement, si la défense t'abandonne pour être proactive et pour boucher le terrain, etc., Doncic fait la passe, mais les mecs sont capables de faire vivre en décalage. C'est ça aujourd'hui, pour moi, l'héliocentrisme à la sauce 2024 ou 2025, c'est ça. T'as besoin non pas de shooters statiques qui attendent que Doncic fasse le pick and roll, t'as besoin de shooters, mais capables ensuite de continuer à faire vivre le décalage. Parce que les défenses sont trop fortes. Et donc, il faut s'adapter. Et on avait mis, déjà l'an dernier, on avait beaucoup de mecs qui rentraient dans cette catégorie. Cette année, on a en plus rajouté Quentin Grimes. On a aussi Najee Marshall. Enfin, on a que des mecs comme ça, quoi, au final. Et c'est pour ça que, bon, là, j'insiste un peu, j'en fais des caisses pendant 5-10 minutes, mais pour moi, Dallas était l'environnement parfait. Nico Harrison et Dallas avaient vraiment fini par construire le contexte parfait avec les détails qu'il fallait pour atténuer les défauts de l'héliocentrisme. Voilà, c'est-à-dire que ton mec, il va être héliocentrique, il va avoir beaucoup de ballons. Donc, on a trouvé la star qui, à côté de lui, est le complément parfait en termes de jeu off-ball et de shoot. Voilà. Et en plus, on a trouvé les bonnes cibles de pick and roll qui vont apporter de la verticalité au panier, donc ça c'est génial. Plus les connecteurs dans le périmètre, qui, quand Doncic fait un renversement de jeu sur eux et que la défense ferme, fait un close-out sur eux, sont capables d'attaquer en sortie de dribble, sont capables de faire 2 dribbles et une passe, ou alors d'aller au panier, de faire l'extra passe, de prendre le shoot aussi, évidemment. Donc voilà, c'était parfait, et je dis tout ça pourquoi? Pour dire, ne vous attendez pas à ce que les Lakers soient candidats au titre, évidemment, en 2025, et peut-être même 2026. Parce que maintenant, faut tout refaire. Maintenant, faut tout refaire. Au-delà de la question de LeBron James, voilà, on a bien compris que c'était un peu fini. Soit ce sera fini jeudi, soit ce sera fini en juin prochain, soit au maximum dans 2 ans. Mais voilà, maintenant c'est l'équipe de Doncic et en fait il y a tout à faire. Parce que déjà, le secteur intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Donc voilà, d'ailleurs on pourrait s'amuser. Comment reconstruire les Lakers? Ça pourrait être un podcast intéressant, si ça vous dit. On pourra se le faire, une mock construction d'équipe. Non pas mock draft, mais mock construction d'équipe. Mais voilà, il n'y a pas de menace verticale. Il y a Jackson Hayes, mais bon, un peu osef, quoi. Et puis Jackson Hayes, il est bien sympa, il peut faire des alley-oops, et encore, mais il peut pas trop défendre. Donc il n'y a pas ça, il n'y a pas le secteur intérieur qu'il y avait à Dallas, qui était le bon secteur intérieur pour optimiser Doncic. Au passage, c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Gafford. Vous avez remarqué. Ils sont allés chercher Gafford exprès, alors qu'ils avaient déjà une autre menace de alley-oop. C'est fait exprès. Il n'y a pas non plus tout ce qui est 3&D un peu dynamique. Il n'y a pas tous ces connecteurs qui sont primordiaux dans une équipe qui fait bouger la balle. D'ailleurs, paradoxalement, ironiquement, il retrouve Dorian Finney-Smith.
mais qui, justement, Finney Smith, c'est un peu l'itération des 3D d'avant. Et c'est plus les 3D un peu connecteurs d'aujourd'hui, qui sont capables d'attaquer en sortie de dribble et de faire vivre le décalage de Doncic. Et puis voilà, toute l'équipe en fait est à refaire, quoi. Qui va être la star, la deuxième star à côté de Doncic? Peut-être Austin Reeves, mais il va apporter son lot de compromis défensifs. Et puis à quel point est-ce que tu vas pas te dire bon, finalement, Austin Reeves, il peut être sympa à échanger dans un trade pour avoir la pièce parfaite à côté de Doncic, ou pour, par exemple, hein, est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher un Nick Claxton qui pourrait être le pivot titulaire de cette équipe, top défenseur et en plus menace verticale, par exemple? Je ne sais pas, mais grosso modo, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout à refaire. Il y a un peu tout à refaire aux Lakers, vu qu'on était en fin de cycle et qu'en plus on a une star en moins et peut-être une deuxième méga star en moins à voir, mais je m'inquiète pas trop, c'est juste que nous, j'ai rattrapé le fil, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai rattrapé le fil. Nous, en tant que spectateurs, c'est peut-être nous les perdants et Doncic aussi parce que il est en plein prime et il perd peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, à voir. Parce que je pense pas qu'on aura tout de suite un effectif qui va être paré pour que Luka Doncic joue le titre. À Dallas, oui, Dallas, c'était le cas. Tout avait fini par être mis en place parfaitement. Là, aux Lakers, faut s'attendre, faudra être un peu patient, mais de l'autre côté, on peut le dire aussi, mais finalement, ça reste les Lakers. Ça reste les Lakers. Donc oui, il y aura peut-être un free agent qui, d'ici 6 mois, 1 an, va vouloir venir. Peut-être, hein, même sûrement. Ça marche un peu comme ça. Donc oui, peut-être que ça pourrait accélérer la construction d'équipe aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas.